que vous. On va lire ensemble un texte de Marx tiré des manuscrits de 1844. C'est le dernier texte que vous avez dans le corpus sur la culture. C'est une section des manuscrits intitulée « Le travail aliéné ». Et sans grande surprise, ça va parler de la question de l'aliénation au travail. En quoi consiste l'aliénation du travail? D'abord dans le fait que le travail est extérieur à l'ouvrier, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son essence, que donc, dans son travail, celui qui ne s'affirme pas mais se nie, ne se sent pas à l'aise, mais malheureux, ne déploie pas une libre activité physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit. En conséquence, l'ouvrier n'a le sentiment d'être auprès de lui-même qu'en dehors du travail, et dans le travail, il se sent en dehors de soi. Il est comme chez lui quand il ne travaille pas, et quand il travaille, il ne se sent pas chez lui. Son travail n'est donc pas volontaire, mais contraint. C'est du travail forcé. Il n'est donc pas la satisfaction d'un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. Le caractère étranger du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu'il n'existe pas de contraintes physiques ou autres, le travail est fui comme la peste. Le travail extérieur, le travail dans lequel l'homme s'aliène, est un travail de sacrifice de soi, de mortification. Enfin, le caractère extérieur à l'ouvrier du travail apparaît dans le fait qu'il n'est pas son bien propre, mais celui d'un autre, qu'il ne lui appartient pas, que dans le travail, l'ouvrier ne s'appartient pas lui-même, mais appartient à un autre. De même que dans la religion, l'activité propre de l'imagination humaine, du cerveau humain et du cœur humain agit sur l'individu indépendamment de lui, c'est-à-dire comme une activité étrangère, divine ou diabolique. De même, l'activité de l'ouvrier n'est pas son activité propre. Elle appartient à un autre, elle est la perte de soi-même. Alors, que dit Marx dans ce texte célèbre des manuscrits de 1844? Marx commence par décrire l'aliénation de l'ouvrier au travail comme un phénomène psychologique. Il faut noter. Johan? Comme un phénomène psychologique. L'aliénation de l'ouvrier. Oui, parce que pour Marx, il n'y a que les ouvriers qui travaillent, ça c'est aussi un biais assez particulier. Mais c'est particulièrement vrai pour l'ouvrier, il faut dire. Donc l'aliénation se manifeste par un trouble et un malaise au travail. Le travail le rend malheureux. Oui, oui. Alors, Jonathan, qu'est-ce que vous faites là? C'est pour faire bonhomme. D'un seul coup, il a pris 20 kilos de muscle. Alors, qui aime bien charrie bien. Non. Alors, en quoi consiste ce malaise? L'ouvrier ne se sent pas chez lui lorsqu'il travaille, il se sent chez lui quand il ne travaille pas.
Pourquoi? J'arrive tout de suite. Parce qu'en réalité, il y a des raisons structurelles à ce malaise. Mais je poursuis la description psychologique que fait Marx. C'est comme si, dit Marx, l'ouvrier se sentait étranger à lui-même dans son travail. Comme s'il ne se reconnaissait pas dans son travail. J'arrive. Étranger à lui-même. Parce qu'il ne se reconnaît pas dans son boulot. Il n'y voit pas de sens. Ce qu'il fait est absurde. Comme toujours chez Marx, et ça c'est très important à comprendre, c'est même ce qui va définir la philosophie marxiste d'un certain point de vue, il y a deux étages. Il y a ce qui se passe au niveau de la représentation, vous savez, vous nous en aviez un petit peu parlé, la classe en soi et la classe pour soi. Il y a ce qui se passe au niveau de la représentation, qui est le pour soi. Il y a ce qui se passe au niveau de la structure réelle, économique en fait, de la société. Et ça, c'est l'en soi. Qu'est-ce qui se passe en soi? Qu'est-ce qui se passe réellement qui va permettre d'expliquer, ce phénomène psychologique? Marx parle aussi de superstructure et d'infrastructure. L'infrastructure, c'est l'organisation économique d'une société. Et la superstructure, c'est tout ce qui est de l'ordre des croyances, des représentations, des idéologies, du droit, etc., de l'art. Le premier détermine le second. C'est-à-dire que c'est l'infrastructure économique qui va déterminer la superstructure symbolique. Et là, c'est pareil. Pourquoi l'ouvrier est-il malheureux au travail? Ça s'explique par une infrastructure. L'ouvrier ne se reconnaît pas dans son travail parce que son travail lui est volé. Il n'est pas propriétaire. Il n'est pas propriétaire des objets qu'il produit. Et ah, oui, mais quand je fais mon cours, c'est mon cours. Vous voyez, c'est très différent. C'est-à-dire que je suis l'auteur de mon cours. Si mon Jean-Mimi préféré me disait exactement quoi dire en cours, je serais aliéné. Vous comprenez? Attendez, je finis juste ça. Qui est le propriétaire du travail de l'ouvrier? C'est le capital. Exactement. C'est celui qui détient les moyens de production, qui est le propriétaire, en fait, des œuvres de l'ouvrier. Jonathan. Oui, mais je peux en faire ce que je veux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux professeurs de philosophie qui font exactement le même cours. Et surtout, personne n'a le droit de filmer mon cours et de le diffuser sans mon autorisation. Il y a des droits d'auteur. Personne n'a le droit d'utiliser mon image pour vendre effectivement une foule de produits dérivés qui partiraient comme des petits pains, j'en suis sûr. Euh, je, je suis propriétaire de ce que je fais et c'est ce qui donne un semblant de sens à mon activité professionnelle. Et en fait, il faut bien comprendre cela, c'est que la grande force, ça il faut le noter absolument parce que la grande force du capitalisme, c'est de faire croire à l'ouvrier. C'est ça l'aliénation. C'est de faire croire à l'ouvrier qu'il ne produit pas, que c'est le capital qui produit.
Oui, mais la grande force du capital, c'est de lui faire croire ça à l'ouvrier. Vous comprenez? Lui faire croire que de faire croire à l'ouvrier qu'il ne produit pas, que c'est le capital qui produit. Autrement dit, c'est ça l'analogie avec la religion. Il y a une dimension de croyance dans le capitalisme, une croyance qui inverse le rapport réel de production. C'est bien l'ouvrier qui produit et le capitaliste qui vend. Le rapport réel de production. Le rapport de production réel, c'est que c'est l'ouvrier qui crée la richesse. Exactement. Et la grande force du capital, c'est de se dire, bah oui, si le patron s'en va, si le capital s'en va, il n'y a plus rien. Alors que c'est faux. Et donc, là aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une dimension culturelle, symbolique, dans toute activité économique. Travailler, ça repose sur des croyances, sur des représentations. Et des croyances qui ne sont peut-être pas religieuses au sens strict du terme, mais qui sont de l'ordre quand même de la foi, parce que pour faire croire à un ouvrier qu'il ne travaille pas, il faut quand même y aller, quoi. C'est le pouvoir de persuasion, si vous voulez. Un des pouvoirs de persuasion, parce qu'il y en a d'autres, du capitalisme. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez dit ça, mais... Je suis ton père. On en vient donc, je poursuis la lecture du texte, on en vient donc à ce résultat que l'homme, l'ouvrier, hein, faisons simple, ne se sent plus librement actif que dans ses fonctions animales, manger, boire et procréer, tout au plus encore dans l'habitation qu'animale. On l'a bien vu pendant le confinement. Le bestial devient l'humain, et l'humain devient le bestial. Manger, boire et procréer sont certes aussi des fonctions authentiquement humaines, mais séparées abstraitement du reste du champ des activités humaines et devenues ainsi la fin dernière et unique, elles sont bestiales. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman de Zola intitulé La bête humaine. Je vous en recommande la lecture, parce que c'est exactement ça. Que dit Marx? Marx dit que ce qui va définir l'humanité de l'homme, ce qui va humaniser l'homme, ce qui va en faire plus qu'un animal, c'est le travail. Alors attendez, c'est le travail. C'est le travail. Ou plutôt, ça devrait être le travail. Pour que l'être humain soit pleinement humain, il faudrait que le travail soit un besoin. Il faudrait qu'on ait besoin de travailler. Ce qui ne veut pas dire un moyen de satisfaire ces besoins. Il faudrait que le travail soit un besoin en lui-même et pas seulement un moyen de satisfaire ces besoins, autrement dit, un moyen de gagner de l'argent.
Qu'est-ce que cela signifie? Bah, en fait, oui, il faudrait, pour que le travail nous rende plus humains, dit Marx, il faudrait que le travail soit en lui-même un besoin, qu'on ressente le besoin de travailler, et non pas que le travail soit un moyen de satisfaire nos besoins, autrement dit, un moyen de faire de l'argent. Or, vous demandez à l'élève lambda ce qu'il veut faire, il veut faire de la thune. Okay. Il veut gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins, c'est-à-dire manger, boire et éventuellement procréer. Et ça, dit Marx, c'est une inversion profonde du rapport humain au travail. Pourquoi? Parce que manger, boire, copuler, les animaux font ça. Ils font ça, c'est leur raison d'être même. Or, pour l'ouvrier, c'est beau, Johan, ce que vous dites. Oui, oui, c'est une manière de le dire, effectivement. Pour Marx, ces activités qu'on a en commun avec l'animal, c'est là-dedans que l'ouvrier va essayer de s'accrocher à son humanité, en fait, et à sa liberté. Au fond, l'ouvrier ne se sent humain. Il faut bien m'écouter là, Ibrahim. L'ouvrier ne se sent pleinement humain que en dehors du travail, dans des activités qu'il partage avec l'animal. Puisque l'ouvrier ne se sent plus humain dans son travail, il va se sentir humain en dehors de son travail. Et qu'est-ce qu'on fait en dehors du boulot? On dort, on mange, et éventuellement, voilà, des loisirs, exactement. Et quand on a 0 thune, les loisirs, je vous laisse deviner. Ok. Donc, or, si ce que dit Marx, et en fait Zola, c'est vraiment le romancier de ça. Ce que dit Marx, c'est que effectivement, dormir, manger et éventuellement le reste, c'est pleinement humain, à condition qu'on s'accomplisse dans son travail par ailleurs. Mais si on sépare les activités organiques du travail, alors elles deviennent bestiales. Vous avez... Est-ce que vous avez vu ou lu... Non, vous n'avez pas vu la bête humaine avec Jean Gabin, mais lisez le roman de Zola, parce que c'est exactement ça. La bête humaine, c'est l'histoire d'un conducteur de locomotive qui est tellement abruti par le travail que la seule manière, comme dirait France Gall, de prouver qu'il existe, c'est quand il rentre chez lui, en gros, de violer sa femme, de regarder les femmes comme un animal, et ensuite, il va passer à l'acte, c'est-à-dire qu'il va tuer une femme. Okay. Et la bête humaine, c'est exactement... On se tait. La bête humaine, c'est exactement ce que décrit Marx, c'est qu'à force de traiter les êtres humains au travail comme des bêtes, ils le deviennent vraiment, et ils prennent le sens de leur existence là où ils peuvent le prendre, c'est-à-dire comme des animaux, en fait, dans la violence sexuelle. Alors, Johan est tout de suite. Johan demande si c'est un film.
Je suis sûr qu'il y a eu des adaptations pour les gens comme vous, Johan. Mais c'est surtout un roman. Mais c'est aussi un très bon film. C'est un très bon film de Jean Renoir, qui est peut-être le réalisateur français le plus célébré dans le monde. Et c'est avec Jean Gabin, donc si vous voulez, ça ne va pas être aussi graphique que vous l'espériez, je pense. Alors, je poursuis la lecture du texte jusqu'à la fin, jusqu'au bout, ok? Il reste encore 2 paragraphes, on tient bon. L'animal s'identifie directement avec son activité vitale. Il ne se distingue pas d'elle, il est cette activité. L'homme fait de son activité vitale elle-même l'objet de sa volonté et de sa conscience. Il a une activité vitale consciente. Ce n'est pas une détermination avec laquelle il se confond directement. L'activité vitale consciente distingue directement l'homme de l'activité vitale de l'animal. Tiens, homme, animal, distinction, on est pleinement dans le cours sur la culture. C'est précisément par là et par là seulement qu'il est un être générique. C'est pour cela que son activité est activité libre. Le travail aliéné renverse le rapport de telle façon que l'homme, du fait qu'il est un être conscient, ne fait précisément de son activité vitale, de son essence, qu'un moyen de son existence. Que nous dit Marx? Marx nous dit 2 choses. L'animal produit. Certains animaux produisent. On peut penser à l'abeille. L'animal produit. On peut penser à l'abeille, au castor, à l'oiseau. Mais il produit instinctivement. C'est-à-dire qu'il ne se distingue pas consciemment, de son activité. Il est son activité. Il est, c'est-à-dire qu'il s'identifie totalement à son activité. Qu'est-ce que c'est qu'une abeille? C'est un animal qui produit du miel. C'est littéralement ce que c'est que l'abeille. Autrement dit, chez l'animal, le travail est une fonction vitale. Plutôt la production, devrais-je dire, est une fonction vitale. Vous faites simplement, c'est vrai pour les animaux sauvages, c'est vrai pour les animaux qui ont été domestiqués par l'homme. C'est-à-dire que c'est toujours la discussion que j'ai avec, généralement c'est des filles, écolos qui sont pour l'abolition de la corrida, si vous voulez. Elles n'ont jamais vu une corrida de leur vie, mais bon, il faut faire disparaître ça. Et je leur explique un truc simple, c'est qu'à partir du moment où on cesse d'utiliser un animal qui a été domestiqué pour sa fonction, il ne sert plus à rien et il disparaît. Et là, elle me dit généralement avec un léger accent allemand, mais il vaut mieux génocider toute une espèce, si vous voulez, plutôt que de permettre qu'elle souffre dans des combats de taureaux. Bah, si, ça a tout à voir. Mais le problème, c'est qu'ils ont été sélectionnés pour ça. Le taureau de combat, il est sélectionné pour son agressivité, si vous voulez. Vous arrêtez de l'utiliser comme un taureau de combat, il disparaît. Le jour où on est passé du cheval à la voiture, il y a 50% des races de chevaux en Europe qui ont disparu. Bah oui, qu'on a bien fini par bouffer, effectivement. Non, mais c'est vrai. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, si vous voulez. C'est l'extermination à visage humain, si vous voulez.
Donc, non mais en gros, vous pourrez pas faire avec les taureaux ce qu'on a fait avec les chats, si vous voulez. Vous pouvez pas les prendre chez vous et leur donner des arbres à taureaux, ça va pas marcher. En tout cas, ils vont dépérir comme ça. Chut. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve exactement ce que dit Marx, c'est que l'animal est, d'une certaine manière, il s'identifie complètement à son activité, il est sa fonction vitale. L'homme, il s'identifie complètement à son activité, il est sa fonction vitale. Non, l'animal. L'animal est sa fonction vitale. Il s'identifie complètement à elle. Ben, ils ne savent pas, mais ils le sont, si vous voulez. Ils n'en ont pas conscience, mais ils le sont. Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à partir c'est ce qu'on a constaté depuis des millénaires, à partir du moment où l'espèce humaine cesse d'avoir enfin, cesse d'utiliser une espèce qui a été domestiquée, cette espèce disparaît. Bah, c'est-à-dire on est la seule espèce à avoir domestiqué d'autres espèces, c'est sûr. D'avoir utilisé des espèces pour, pour bosser à notre place, ça c'est certain. Pour se vêtir à notre place. À ma connaissance, il n'y a pas d'animaux qui utilisent la peau de leur proie pour quoi que ce soit d'ailleurs. Ça serait bizarre. Bref, effectivement, on a, comment dire, certains animaux parviennent à s'adapter à leur milieu, même si c'est vraiment pas la règle. L'être humain est clairement la seule espèce à adapter son milieu à ses besoins. Et en fait, c'est ça qui définit le rapport de l'homme au monde et le rapport de l'homme au travail pour Marx. Qu'en est-il de l'homme, justement? Qu'en est-il de l'être humain? L'être humain prend conscience de lui-même dans son activité. C'est-à-dire qu'il va se réaliser lui-même dans une œuvre, dans un travail. Et il va se reconnaître lui-même dans son travail. Il va se reconnaître comme l'auteur de son travail. Le modèle de ça, si vous voulez, c'est l'artiste. L'artiste, c'est celui qui va créer et se reconnaître pleinement dans son œuvre. Et par le travail, l'être humain va humaniser. C'est vraiment ça la culture. Il va humaniser la Terre. Il va humaniser son environnement. Autrement dit, il va faire de n'importe quel lieu un chez-soi, un lieu qu'il habite. Un roman à lire absolument, mais Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, c'est précisément ça. C'est celui qui va en fait être capable d'être chez lui, sur une île déserte, par son travail. Oui, c'est l'adaptation par Fournier de. Ouais, ouais, absolument. Ça, c'est à lire, hein. Alors non, Vendredi ou La vie sauvage, vous l'avez pas lu toute petite. Oui, mais au collège peut-être. Oh, vous étiez pas petite au collège. Alors, non, c'est pas récent, récent, c'est les années 50, je dirais, Vendredi. Je vérifierai. Donc, que fait le capitalisme? Synthèse et on retombe sur nos pieds. Le capitalisme fait travailler
l'être humain comme un animal. Eh oui, ils sont rentiers. Édouard Baer avait fait cette blague, mais elle est vraie. Il avait dit, c'est pas le travail qui paye, c'est le succès. Le rôle du capitaliste, si vous voulez, c'est de prendre des risques, avec un argent qui souvent d'ailleurs n'est pas le sien. Mais en gros, c'est d'investir dans des entreprises et de les rendre rentables. Mais c'est pas de produire des richesses, très clairement. Ça, on l'a bien vu avec Facebook ou enfin avec la tech de manière générale. Ce sont des entreprises qui ne produisent aucune marchandise, qui produisent aucun bien. Ok. Qu'est-ce qu'ils produisent? Non, de la data, des informations. Oui, ça leur fait de l'argent, bien sûr, mais ce qu'ils produisent réellement, c'est des informations qui vont permettre aux entreprises de cibler de nouveaux marchés, etc., etc. Les réseaux sociaux, c'est l'équivalent du chemin de fer à la fin du 19e siècle. Le chemin de fer, c'est ce qui permettait de transporter des marchandises vers des nouveaux marchés. Aujourd'hui, ce qui permet de transporter des marchandises vers de nouveaux marchés, c'est pas seulement les porte-containers, si vous voulez, les super-tankers qu'on voit traverser les océans, c'est Internet. Internet, c'est ce qui permet de relier les grandes capitales du monde, les grands hubs, si vous voulez, de la mondialisation, beaucoup plus efficacement que n'importe quel moyen de communication, enfin, de transport et de communication. Je pense que vous le comprenez, ça. Alors, bon, bah, je pense que j'ai plié le cours sur la culture. Euh, c'est bon, on a enfin fini ça. C'est-à-dire que euh, j'ai un cours d'avance avec vos camarades de TG4, mais je les ai mis en ligne sur votre... zut, comment on appelle ça là? Sur YouTube. Euh, sur... Ah zut là. Sur le groupe là, sur le groupe TG3 sur YouTube. Je sais plus, c'est pas un groupe qu'on dit. Oui, la playlist, merci. La playlist. C'est un mot anglais que je cherchais. Et donc j'ai mis le cours Faut-il respecter la nature sur votre playlist aussi. Je vous distribue les textes qui sont en lien avec ce cours que je ne vous ferai pas, mais qui est en ligne. Et comme ça, on aura rattrapé notre retard. Prochain cours, je pense. Euh, Excusez-moi, vous pouvez vous en charger. Merci beaucoup. Prochain cours, je pense, ça sera sur l'art. Et là, vraiment, on aura vu l'art. Comment ça? Non, l'art peut-il être sans œuvre? Sans œuvre, peut-être. L'art dans la tête. L'art peut-il être sans œuvre, peut-être? Ou... Bah tiens, on a qu'à faire ça tout de suite. L'art permet-il de refaire le monde? Oui. Deux sujets possibles sur l'art, écoutez-moi. L'art peut-il être sans œuvre? Ou l'art permet-il de refaire le monde? Le deuxième, c'est mieux. C'est aussi plus long. Bon, je vais voir. Ok. Ouais, mais justement, les sujets faciles, c'est pas forcément les sujets les plus porteurs. Allez,